Fond de Latte. De tous les genres du crime, il y en a un qui nous touche plus que les autres. Forcément. Le crime dit passionnel. Un homme qui tue l'amant de sa femme, ou une femme qui tue la maîtresse de son mari. Est-ce que je serais capable de faire ça? Il y a que vous qui avez la réponse. Dans l'histoire d'aujourd'hui, l'amant, le mort, s'appelle Alexandre Dubrinfo. Ça se passe en 2016 dans le Nord. Pour le débrief, je ferai appel à l'avocate de l'accusé, grande pénaliste du Nord, maître Blandine Lejeune, à écouter dans un autre podcast. L'histoire, la voici, je l'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Tiens, voilà. Tu veux un peu d'eau? Non, merci. Passe-moi le sel, passe-moi le poivre. Cette histoire commence par un déjeuner ordinaire, un midi de décembre 2016, à Denain, dans le Nord, près de Valenciennes. Papa et maman, face à face. Elle s'appelle Ophélie, et lui, Alexandre. Ils sont pas mariés, mais c'est tout comme, figurez-vous qu'ils sont amoureux depuis le collège. Ils ont roulé ensemble leur première galoche. Ils avaient quoi, 13 ans? Et depuis, ma foi, ils ont eu 4 enfants. C'est un joli couple. C'est une jolie famille. Et donc, ils déjeunent, ils piapiatent, et puis chacun part vaquer à ses occupations. Tu fais quoi cet après-midi, chérie? Oh bah, je vais chez David, comme d'hab. On a une bagnole à terminer, là. Je peux prendre ta voiture? Oui, bien sûr. Pas de problème. David, c'est le frère d'Alexandre. Il habite à Lourches, le village d'à côté. Ils ont un petit business, tous les deux. Ils retapent de vieilles bagnoles pour les revendre. Ça met du beurre dans les épinards. Et donc un peu avant 15h, Alexandre monte dans la 307 d'Ophélie et il prend la route qui mène chez son frère. Il était prévu qu'Alexandre rentre à la maison vers 17h. Et là, il est 17h30 et il est pas là. Alors Ophélie l'appelle. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de Elle joindre... tombe direct sur la messagerie. Alors elle appelle le frère, David, chez qui Alexandre devait passer l'après-midi. Salut David, ça va? Dis-moi, Alex est encore chez toi? J'arrive pas à la voir. Oh ben non, il est parti depuis un moment. Il a reçu un coup de fil et il a filé, quoi. Je sais pas du tout où il est allé. Ophélie connaît son homme par cœur. Je vous rappelle qu'ils sont à la colle depuis le collège. Alors elle ne s'inquiète pas plus que ça. Elle se dit qu'Alexandre est tombé dans une embuscade. Ça lui arrive de temps en temps. Un apéro avec des copains, à toi, à moi, un petit dernier pour la route, c'est pas de refus. Il va encore rentrer avec un coup dans le nez. Et puis il va ronfler comme un goré toute la nuit. Voilà ce qu'elle se dit. Et donc la soirée passe, et elle va se coucher. Sauf que quand elle se réveille le lendemain matin, son chéri n'est pas rentré. Et ça, c'est pas du tout son genre. Autant il peut lui arriver de se faire embringuer dans un apéro jusque tard le soir, mais il finit toujours par rentrer. Et donc, pour le coup, Ophélie commence à s'inquiéter. Et puis vers 10h, son téléphone sonne. C'est Julie, sa belle-sœur, la femme de David. Ophélie? Salut. Il est rentré? Ben non. Je pensais qu'il rentrerait dans la nuit, mais quand je me suis réveillé, il n'était pas là. J'ai pas arrêté de l'appeler, je tombe direct sur sa messagerie. Pour être très franche avec toi, Julie, je commence à être un peu inquiète, quoi. Bon, écoute, je passe te prendre dans 5 minutes, et puis on va aller chercher après lui. On va bien trouver quelqu'un qui sait où il est. Et les voilà partis, toutes les deux. Elles ratissent tous les endroits où Alexandre a ses habitudes. Elles interrogent tous ceux qui le connaissent. Et puis, elles se rendent à l'évidence. Alexandre a disparu. Et tant que j'y suis, je vais vous donner son nom parce que c'est lui, le mort de cette histoire. Il s'appelle Alexandre Dubrinfo. Il a, ou plutôt il avait 29 ans. Bon, avec tout ça, il est midi.
Ophélie décide d'aller signaler la disparition d'Alexandre au commissariat. Et donc voilà Ophélie face aux policiers. Elle leur raconte son inquiétude. Le fait que c'est pas du tout le genre d'Alexandre de disparaître. Le fait qu'il ne répond pas au téléphone. Tout ça. Mais ce qu'elle ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'au même moment, pile au même moment, la police vient de découvrir une voiture complètement cramée à 20 km de Denain, à Carouble, près de la frontière belge. Absence de plaque d'immatriculation. Bien reçu. Et là, les policiers ouvrent le coffre de la voiture calcinée. Il y a un macabé dans le coffre. Un cadavre totalement rôti, méconnaissable. Alors certes, il n'y a pas de plaque d'immatriculation dans la voiture, mais sur le moteur, il y a un numéro de série. On le passe au fichier. C'est la voiture d'Aurélie. Aurélie qui, au même moment, je vous le rappelle, fait face à un policier pour lui dire son inquiétude depuis la disparition d'Alexandre. Hé, t'as 2 secondes? Viens, j'ai un truc à te dire. Voilà. On vient de retrouver une voiture incendiée avec un cadavre à l'intérieur. Et la voiture est celle de la dame qui est en face de toi. Donc on verra à l'autopsie, mais la victime est probablement son mari. Et ça maintenant, il faut le lui dire. Dites, madame, il a un tatouage, votre mari? Oui. Dans le cou, il s'est fait tatouer le prénom de notre fille aînée, Inès. En gros. Et là, plus de doute, le cadavre est celui d'Alexandre Dubranfo. Parce que sur son cou, les policiers ont repéré 3 lettres tatouées. N, E, S. Inès. Alexandre est mort. Et tout laisse penser qu'il a été assassiné. Et Ophélie comprend qu'elle vient de perdre le seul homme de sa vie, son grand amour. On se connaissait depuis qu'on était en 3e, au collège. J'ai jamais connu d'autre homme que lui. 9 mois après notre rencontre, je suis tombée enceinte. J'aurais pu avorter, mais on n'a pas voulu. On l'a gardé. Et voilà. Depuis, on a eu 3 autres enfants. Et on s'aimait comme au premier jour. Mais qui a pu le tuer? Qui? Pourquoi? C'est évidemment à ces questions que les policiers de Valenciennes vont devoir répondre. Mais avant ça, il y a une autre énigme à résoudre. Comment a-t-il été tué? Et ça se passe sur la table en inox du médecin légiste. Alors, première chose, il était déjà mort quand on a mis le feu au cadavre. Il n'y a aucune trace de suie dans ses poumons. D'accord, docteur? De quoi est-ce qu'il est mort, alors? 3 coups de couteau portés au niveau de la gorge. Ici, vous voyez? Ici et ici. L'un de ces coups ayant entraîné la section de la carotide. Et donc la mort. Donc, l'incendie de la voiture n'était destiné qu'à faire disparaître les traces. Dans ce genre d'affaires, pour avancer, faut commencer par se rencarder sur la victime. Qui était Alexandre Dubranfo? Dans quel milieu est-ce qu'il évoluait? Est-ce qu'il y a dans son histoire personnelle une explication au crime?
Et là, première surprise, il venait d'une sacrée famille. Un truc de fou. Son père était une mitraillette. Il a fait un gamin à presque toutes les femmes qu'il a fréquentées. Vous êtes assis. Alexandre avait 19 frères et sœurs. Plus lui, ça fait 20. C'est pas banal. Mais pour l'enquête qui débute, est-ce que ça ouvre une piste? D'autant qu'il semble qu'il n'y ait pas d'embrouille dans cette smala. À vérifier tout de même. Et parmi tous ses frères et sœurs, il y en a un avec lequel Alexandre avait une relation privilégiée. Et vous le connaissez. C'est David. David avec lequel il réparait de vieilles bagnoles. Et David, qui est le dernier d'ailleurs, à l'avoir vu vivant. Et pourquoi David était-il le plus proche de la fratrie d'Alex? Eh bien tout simplement parce qu'ils avaient la même mère, le même père et la même mère, ce qui est une exception dans cette drôle de famille. Ils n'ont pas été élevés ensemble et ils ne portent pas le même nom. Alexandre s'appelait Dubrinfo et David Lautour. Mais ils étaient très proches. Et donc, qui est interrogé le premier par les policiers de Valenciennes? Lui, David, bien sûr. Pardon de vous poser la question comme ça, monsieur, mais est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu arriver à votre frère? Est-ce qu'il avait des ennemis? Est-ce qu'il était en conflit avec quelqu'un? C'est-à-dire que... Bon, mon frère, il était plutôt beau gosse, il était costaud, tout ça. Et comment dire... je suis pas certain qu'il n'était pas infidèle à sa femme, Ophélie. Je pense que dans son dos, il voyait d'autres femmes, quoi. D'accord. Et alors? Je sais pas, mais s'il avait une maîtresse, c'est peut-être un mari cocu qui a voulu lui régler son compte, quoi. J'en sais pas plus, hein. Mais je me dis que c'est peut-être une piste, non? Oui. Ah oui. C'est une piste. Merci, monsieur David. Cela dit, vous venez de l'entendre parler aux policiers. Il n'a pas l'air très ému par la mort de son frère. Il n'a pas la voix qui tremblote. Il n'a pas la larme au coin de l'œil. C'est bizarre, non? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette plaie qu'il a à la main? Cette plaie couverte par un gros pansement. Vous vous êtes blessé, monsieur Lautour? Ah oui, c'est en faisant de la mécanique. D'accord. Et ça vous est arrivé quand, ça? Justement le jour de la disparition d'Alex. Mais c'était après qu'il soit parti. Comme ça saignait pas mal, j'ai même dû aller aux urgences. Ah oui, quand même. Mais après tout, ça peut arriver de se blesser le jour du meurtre de son frère. Ça n'est peut-être qu'une coïncidence. Les policiers enchaînent avec le reste de la smala. Les frères et sœurs, un par un. Et puis les beaux-frères. Et puis les belles-sœurs. Ça prend du temps. Jusqu'à ce que l'un des demi-frères ouvre une sacrée piste. Moi, je crois qu'on peut dire qu'Ophélie, elle était cocu, hein? Il avait une maîtresse, Alexandre. D'accord. Une maîtresse ou plusieurs maîtresses. Ou à mon avis, une seule. Mais pas n'importe qui, hein. Ah bon? Vous la connaissez? Ouais, je crois que vous aussi, vous la connaissez. Julie, la femme de David. C'était sa maîtresse. Vous êtes sûr de ça? Oui, à 100%. Sacrée révélation. Alexandre couchait donc avec la femme de David, son frère préféré. David qui est le dernier à l'avoir vu vivant. David qui n'a pas l'air très ému par sa mort. Et David qui a une grosse plaie à la main. Vous le voyez se profiler, le mobile du crime. Salopard, tu couches avec ma femme? Schlac, schlac, schlac. Voilà ce que tu mérites.
Mais alors, quand est-ce que David aurait découvert que sa femme, Julie, couchait avec son frère Alexandre? Eh bien, d'après la famille, il n'y a pas si longtemps que ça. Une réunion familiale qui a eu lieu quelques semaines avant le meurtre, en novembre, chez Alexandre et Ophélie. Toute la ribambelle des frères et sœurs était là. Et à un moment, comme on fait toujours, on s'est mis à danser. Et Alex, il a dansé avec Julie. Et c'était, comment dire, enfin, un peu chaud, quoi. Un peu chaud entre eux, collés serrés, vous voyez. Et ça, David, il l'a vu. Alors il est allé les voir, un par un. Il a demandé à Julie, tu couches avec Alex? Elle a dit non. Et après, il est allé demander à Alex, tu couches avec ma femme? Et Alex, il a dit non aussi. Mais il les a pas crus. Et comment vous savez qu'il les a pas crus? Eh bien, il est parti se mettre dans un coin. Et il s'est mis à chialer. Ça se voyait qu'il avait compris, quoi. On a essayé de lui dire, mais non, t'inquiète, tu te fais des films. Mais je crois qu'il s'est mis ça dans la tête, et puis voilà. L'un des frères a vu Alexandre quelques jours plus tard. Il est passé chez lui. Il était en larmes. Il ne l'avait jamais vu chialer. Et là, il s'est retrouvé avec une fontaine en face de lui. Et Alexandre lui a dit, faut que j'arrête. Faut que j'arrête tout ça. Sinon, ça va mal finir. Arrêter quoi? De coucher avec la femme de son frère préféré? Il n'est pas allé plus loin. Mais dans le contexte, quel présage! Un autre membre de la famille dit que quelques jours avant de mourir, Alexandre lui a dit « David, David il me laissera tranquille que quand je serai mort. » Et il est mort. Et David est désormais le suspect numéro 1. Le seul suspect en vérité. On aurait donc affaire à un fratricide. C'est pas courant. Les policiers caressent donc l'idée d'interpeller David Lautour et de le placer en garde à vue. Quand soudain, rebondissement. La maison de David est ravagée par un incendie. Heureusement, lui et Julie n'étaient pas là quand le feu s'est déclenché. Quand les pompiers arrivent à maîtriser les flammes, il ne reste qu'une carcasse fumante. Et sur le mur, il y a un gros tag écrit à la main. T, comme la lettre T, mort. T, mort. Une vengeance? Une vengeance de quelqu'un de la famille? Genre, tu as tué Alex et tu vas pas t'en tirer comme ça? Ou alors un incendie opportunément allumé par David lui-même pour effacer les traces du meurtre de son frère? Parce que vu l'état de la baraque, c'est pas la peine de sortir le Blue Star à la recherche de taches de sang. Pchit pchit, macache. Figurez-vous qu'à ce stade de l'enquête, on est 15 jours après le meurtre, Ophélie, la veuve d'Alexandre, n'est au courant de rien de ce que je viens de vous raconter. Elle ne sait toujours pas que son Alex chéri couchait avec Julie. Tout ce que je viens de vous dire, les policiers l'ont appris dans son dos. Elle, depuis 15 jours, elle pleure. Mais elle n'a aucune idée de la mécanique du crime. Jusqu'à ce qu'elle se plonge dans les relevés du téléphone d'Alexandre et qu'elle s'aperçoive qu'il appelait Julie tous les 4 matins. Alors elle appelle elle-même Julie pour savoir est-ce qu'il y avait quelque chose entre eux. Oui, je vais être honnête avec toi, oui, on avait quelque chose ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, ça faisait quelques semaines qu'il me disait qu'il allait quitter pour moi. Voilà. Voilà, Ophélie. Tu sais tout. Elle tombe des nues.
Donc, à ce stade, vous êtes convaincus, je suis convaincu, les enquêteurs sont convaincus que David a tué son frère. Mais ça n'est pas avec des convictions qu'on nourrit un dossier d'instruction. Il faut des preuves pour envoyer quelqu'un devant une cour d'assises. Des preuves. Et pour l'instant, des preuves, on n'en a pas. La blessure à la main, il a très bien pu se la faire en faisant de la mécanique. L'incendie de la maison, ça peut parfaitement être un court-circuit. En revanche, on a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant dans la voiture carbonisée. Le labo vient d'envoyer ses conclusions. Nous avons trouvé à l'intérieur du véhicule le téléphone portable de la victime. Dessus, nous avons identifié son propre sang, ce qui paraît normal. Et ça va vous intéresser. Nous avons dégagé un ADN de contact, l'ADN d'une tierce personne. Et après comparaison, il s'avère qu'il s'agit de l'ADN de Monsieur Lautour David. Ah, intéressant. Sauf que ça ne fait toujours pas une preuve. Alexandre était chez David. Son frère a très bien pu toucher son téléphone. Et donc, on n'a toujours pas de preuves. Et ça explique que David ne soit toujours pas en garde à vue. Sauf qu'à partir de là, l'enquête patine sec. Dans les 2 mois qui suivent, rien de neuf. Pas la queue d'un élément nouveau. Alors au bout de 2 mois, le juge se dit, tant pis, on y va. Garde à vue, on verra bien. Mais tant qu'à faire, on ramasse au passage sa femme, Julie, et sa mère. Chacun dans un bureau. Chacun face à un policier. Je vous pose très directement la question, monsieur Lautour. Pensez-vous que votre femme, prénommée, je crois, Julie, c'est ça, entretenait une liaison avec votre frère, Alexandre? Est-ce que j'en suis sûr? Non. Mais j'ai un doute. Mais ça veut pas dire que j'ai tué Alexandre. J'ai rien fait, j'y suis pour rien. Et le voilà qui se lance dans une histoire à dormir debout. Les 2 frères venaient de restaurer une Peugeot 206. Ils ont voulu la vendre à des gitans. Et ça s'est mal passé. Ils ont commencé à s'en prendre à Alexandre. Et puis à un moment, il y en a un qui a sorti un couteau, puis il l'a tué, quoi. Et après, oui, ça, je le reconnais, je me suis débarrassé du cadavre. Mais c'est parce que je voulais pas qu'on m'accuse, c'est tout. Ah, les gitans. Ils ont toujours bon dos, les gitans. Allons voir ce qui se passe dans le bureau d'à côté, où se trouve Julie, sa femme. Oui, je reconnais sans problème que j'avais une relation avec Alexandre. Je peux même dire que je l'aimais. Et que j'avais l'intention de quitter David. Et d'ailleurs, j'ai dit à David, on va faire un break. Je lui ai dit, après Noël, on fait un break. Et qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là, lui? Ça l'a mis dans une de ses rages. Je crois qu'il a compris que c'était pour aller avec Alexandre. Vous acceptez l'idée, madame, que votre mari, David Lautour, a pu tuer son frère? Oui. Et là, les policiers lui mettent le marché en main. Ils lui proposent de les aider à le faire craquer. Et elle accepte. Les voilà donc tous les deux, David et Julie, face à face, dans le même bureau. C'est elle qui attaque. Vas-y, David. Dis la vérité maintenant. Tu peux pas garder ça pour toi. Dis-le. C'est un coup de poignard. Et ça marche. Il avoue. Oui, il a tué son frère. Il est arrivé chez moi sur les coups de 15 heures, je dirais. On a commencé à travailler sur une 206 tous les deux, qu'on avait l'intention de vendre. Tout allait bien. Et puis vers 4h30, je suis allé chercher mon fils à l'école et quand je suis revenu, je suis rentré dans la maison pour donner à goûter au petit, puis je suis ressorti. Et là j'ai vu Alex, il était au téléphone et puis il a raccroché d'un coup. Il avait l'air gêné.
Et d'ailleurs, il a planqué son portable. Là, je suis allé voir, je lui ai dit direct. C'est avec ma femme, t'étais? Dis-moi la vérité, tu couches avec ma femme? Et il m'a répondu, oui. Et alors? Et alors, ça a dégénéré. Ils ont commencé à se battre à coups de barre de fer. Il prétend que c'est Alexandre qui a attrapé un couteau et que lui n'a fait que retourner le couteau contre lui. Voilà, il a avoué. Pour lui, ça n'est qu'un accident. Notez au passage que tout ça s'est passé dans la cuisine et que le gamin était en train de goûter dans la pièce d'à côté. Heureusement, il était sur un jeu vidéo, il avait un casque sur les oreilles. Il n'a rien entendu. Et après, eh bien, il a mis le cadavre dans la voiture et figurez-vous qu'il a appelé sa maman, qui est aussi la mère d'Alexandre, pour l'aider à éponger le sang. Sa mère, en lui disant « je me suis blessé tout seul ». Et sa pauvre maman l'a aidé à nettoyer la scène du meurtre de son fils par son autre fils, sans savoir. La question s'est posée à un moment de savoir si la mère était complice. Non, elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Bon ben voilà, il a craché le morceau, l'affaire est dans le sac. David Lautour est mis en examen pour meurtre et envoyé en prison. Pour meurtre, j'insiste là-dessus, pas pour assassinat, pas pour meurtre avec préméditation. Le juge s'est posé la question, bien sûr. Est-ce qu'il n'avait pas tout organisé? Et puis, faute de preuves, il s'est rangé à l'idée d'une bagarre qui a mal tourné. Le procès de David Lautour s'ouvre en février 2021 devant la cour d'assises de Douai. Sur les bancs dans le public, il y a clairement deux clans. D'un côté, les proches d'Alexandre, c'est-à-dire ses frères, ses sœurs, toute la smala. Pour l'occasion, ils ont tous enfilé un t-shirt à l'effigie d'Alex. Et puis de l'autre côté de l'allée centrale, il y a Julie, la femme de David, le détonateur de cette histoire. Et à côté de Julie, il y a la mère d'Alexandre et David. Les deux clans ne se regardent pas. Et pourtant, tous sont dans ce procès des victimes, des parties civiles, à égalité. Mais désormais, ils se détestent. Quand David Lautour entre dans le box, waouh! Lui qui, au moment du meurtre, était un gros nounours de 122 kilos, a fondu comme une glace au soleil. Il a perdu près de 30 kilos. Et très vite, il déroule ce que sera sa logique dans ce procès. C'est une bagarre qui a mal tourné. C'est un accident. Sauf que quand on lui demande de raconter les détails, je me souviens plus. Ça s'est passé tellement vite. Amnésie volontaire, disent les avocats de la partie civile. Au vu des violences des coups portés, tels que décrits dans le rapport du médecin légiste, vous saviez ce que vous faisiez. Vous saviez quelles conséquences ça aurait. Vous saviez que vous alliez le tuer. Mais lui maintient qu'il ne souhaitait pas la mort d'Alexandre. Le verdict tombe. Les jurés ont balayé la thèse de l'accident. Ils ont retenu l'intention homicide. David Lautour est condamné à 16 années de réclusion criminelle. Il s'en sort pas si mal. Et d'ailleurs, il ne fait pas appel. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire de David Lautour qui, en 2016, près de Denain dans le Nord, tue son frère, Alexandre Dubrunfaut, quand il découvre qu'il est l'amant de sa femme. Meurtre pour lequel il a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle. Et je débriefe cette affaire avec vous, maître Blandine Lejeune. Dans ce dossier, vous étiez l'avocate du meurtrier, David Lautour. Commençons par un commentaire sur le verdict. 16 ans. Est-ce que derrière Blandine Lejeune, il n'y a pas l'idée que puisque c'est passionnel, puisqu'il y a eu tromperie, ça mérite pas le max? Parce que 16 ans pour un meurtre, pas mal de gens en rêvent.
Oui, oui, je pense que vous avez entièrement raison. C'est une peine qui a tenu compte du contexte extrêmement passionnel de cette affaire. C'est une peine qui a été tout à fait acceptée par David Lautour. Vous lui avez conseillé de jouer à fond le passionnel, parce que rien ne justifie de tuer quelqu'un, mais chacun se met à sa place, quoi. Oui, c'est-à-dire que David Lautour ne jouait pas aux assises. D'ailleurs, l'expert psychologue et psychiatre, les experts, avaient indiqué qu'il avait une personnalité avec un niveau d'intelligence inférieur à la moyenne. Donc, il a été tel qu'il était. Et tout simplement, le contexte passionnel ressortait des débats. Si vous voulez, c'était un homme absolument accablé par le fait qu'il sentait que son épouse allait le quitter, qu'elle le trompait, il ne savait pas avec qui. Jusqu'au bout, il l'a interrogé. Son frère Alexandre l'a toujours rassuré en lui disant non, mais tu te fais des idées. Donc, il essayait d'y croire. Et ce qui a tout déclenché, c'est ce coup de téléphone de Julie à Alexandre. David rentre d'avoir été chercher son fils à l'école. Et là, il voit son frère qui raccroche immédiatement, l'air gêné. Et il lui dit « C'était qui ?» Alexandre répond « C'était Julie ». Et là, il lui pose la question encore une fois, la question qu'il a posée des centaines de fois. « Tu as une histoire avec elle ?» Et là, il lui dit « Oui ». Et là, s'ensuit une bagarre à coups de barre de mine. Le frère court dans la cuisine. Alors, la version de David, c'est il a pris un couteau dans la cuisine parce qu'il cherchait à s'échapper. David le désarme. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il s'entaille la main, qui lui vaudra une dizaine de points de suture, et il plante le couteau. Voilà. Donc, ça a été effectivement un drame passionnel. Et ça a été d'ailleurs confirmé par l'expert psychiatre qui parle d'un envahissement passionnel et d'un ressenti d'attachement exclusif et une sensibilité réactionnelle. On n'est pas dans un crime odieux, on n'est pas dans un assassinat, et le contexte passionnel a joué, à mon avis, sur la peine qui a été prononcée par la cour d'assises. L'avocat général lui-même, d'ailleurs, avait requis 16 ans. Oui, oui. C'est-à-dire que, bon, tout le monde sait que les jurés peuvent, bien sûr, grimper au-delà des réquisitions d'un avocat général, mais l'avocat général avait également considéré qu'il y avait un contexte passionnel dans ces réquisitions. Sinon, je pense qu'effectivement, on aurait été à des réquisitions qui seraient allées bien au-delà. D'autant plus, quand même, qu'il a mis le feu au cadavre. C'est un caractère aggravant. Ça aurait pu aggraver la peine. Et ça l'a certainement aggravé. Je pense que ce point-là, et je me souviens l'avoir plaidé, même si ce geste postérieur au crime n'est qu'un délit, une atteinte à l'intégrité d'un cadavre, ça a été quelque chose d'extrêmement poignant dans tous les débats. Et je pense qu'il a aussi payé ce geste. Oui, s'il avait immédiatement appelé les secours après son geste fatal, en disant voilà ce qui s'est passé, une bagarre, au secours, allô les pompiers, peut-être que la peine aurait été moins grave. Mais ce geste a été également sanctionné. Il a été condamné aussi pour l'atteinte à l'intégrité du cadavre de son frère. Ce que vous dites là, c'est ce qu'on peut dire à tous ceux qui commettent un crime, c'est qu'il vaut mieux appeler la police tout de suite. Il vaut mieux appeler la police que mentir pendant 3 mois. Bien sûr, il a payé ses mensonges, il a payé son geste. Ça a été affreux, effectivement, pour la famille. C'est ajouté à la lourdeur du chagrin et de la peine, bien évidemment. Donc votre idée, c'est qu'ils se sont bagarrés et que ça a mal tourné. Mais je crois que vous-même, vous l'avez dit à l'audience, à votre client pendant le procès, enfin le fait qu'il ait visé 3 fois la gorge, ça ressemble quand même pas à un accident. Alors, bien évidemment que nous n'avons pas plaidé l'accident. Et vous savez, il se passe beaucoup de choses devant une cour d'assises, 3 jours d'audience. Lui-même, je lui avais indiqué que ce n'était pas une position tenable. Et de toutes les façons, la Cour de cassation a une jurisprudence très claire. Dès lors que vous frappez dans une zone vitale,
et il lui a sectionné la carotide, on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas d'intention homicide. Ça, c'est clairement établi. Donc, c'était un débat qui n'a pas eu lieu. Alors, il y a 2 plaies superficielles et une plaie profonde. Il a expliqué, et d'ailleurs, c'était aussi la thèse de l'avocat général, il l'explique très bien lorsqu'il avoue en garde à vue, vous l'avez relaté tout à l'heure, lorsqu'il avoue en garde à vue, c'est un peu la cocotte minute qui explose. Il explique très précisément qu'il désarme son frère et qu'il plante le couteau dans le cou, dans un geste effectivement de fureur. C'est une tragédie, il y a tous les ingrédients de la tragédie dans cette affaire, et effectivement, on ne pouvait pas parler d'accident. Et ça, vous avez dû le lui faire comprendre. Il a cru qu'il pourrait en passer par là, mais vous, son avocate, vous lui avez dit stop. Ça passera pas. Oui, bien sûr, parce que c'est aussi notre rôle de leur expliquer qu'il y a des lois, qu'il y a une jurisprudence et que des explications qui ne sont pas tenables seraient bien évidemment contre-productrices. Et je pense que nous avons eu raison de l'inviter à faire un pas vers ses juges. Et lui-même l'a reconnu. On ne peut pas, si vous voulez, de toutes les façons. Bien évidemment que dans son fort intérieur, il ne voulait pas la mort de son frère. Bien évidemment qu'une heure avant, ils étaient fusionnels. On les surnommait les frères siamois. C'était son frère le plus proche. Donc effectivement, lui, il se dit, je ne voulais pas la mort de mon frère, mais son geste a parlé pour lui. Voilà. La préméditation, elle a été écartée tout de suite. Elle n'est pas non plus impossible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves. Mais il n'y a pas non plus de preuve qu'il n'avait pas en tête de tuer son frère. Oui, alors ça n'a jamais été... il n'a jamais été mis en examen pour assassinat. Il y a quelque chose qui est quand même extrêmement clair, c'est que à 16h30, Alexandre reçoit un appel de Julie. Cet appel est enregistré parce que Alexandre avait une appli sur son téléphone portable, il enregistrait toutes ces conversations. Et qu'il raccroche en disant il y a David qui rentre, faut que je raccroche. Voilà. Donc, et immédiatement après, il va reconnaître qu'il a une relation avec Julie. Donc c'est le temps c'est la preuve que David a. C'est la preuve que David a improvisé, quoi. Il pouvait pas avoir préparé. Il l'a pris dans la figure et il a improvisé la suite. Exactement, il l'a pris en pleine figure, c'est-à-dire que ce qu'il subodorait depuis longtemps, et il harcelait son frère de questions, il harcelait les autres aussi en disant « tu crois qu'il y a quelque chose entre Julie et Alexandre ?» Tout à coup là, Alexandre le reconnaît. Oui, j'ai une histoire avec Julie. Et Julie allait quitter David, et Alexandre allait sans doute quitter son épouse aussi. C'est de la s'aimer. Et tout à coup, le crime passionnel, voilà, tous les ingrédients sont là. Donc, il n'y a pas l'ombre d'une préméditation dans ce geste. Il rentrait d'avoir été chercher son fils à l'école. Il est 16h35, il revient de l'école, et son frère raccroche d'une conversation avec Julie exactement à ce moment-là, conversation qui est enregistrée. Donc, c'est vraiment ce qui a mis le feu aux poudres et ce qui a déchaîné la fureur de David. Vous le rencontrez, je crois, au moment de sa mise en examen. Comment est-ce qu'il appréhende ce qu'il a commis, ce qu'il risque? Est-ce qu'il se vit comme un meurtrier? C'est un homme très simple. Il est un peu toujours à considérer que il l'a pas voulu, que c'est un accident. Ça, il l'a souvent répété. Néanmoins, au fur et à mesure, il a quand même réalisé que cette position n'était plus tenable. Et puis c'est un homme qui était extrêmement malade, il avait des problèmes cardiaques importants. C'est la raison aussi pour laquelle il a autant maigri en détention. Donc c'était plutôt un homme faible qui avait des explications un peu succinctes sur son geste. Au procès, j'ai raconté ça, il y avait 2 clans, les frères et sœurs d'un côté et Julie de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il la déteste, Julie? Parce que s'il y a vraiment quelqu'un qui n'est coupable de rien, si ce n'est d'avoir trompé son mari, mais enfin, on condamne pas les gens pour ça, c'est Julie. Oui, mais vous savez, déjà, dans les cours d'assises, souvent, il y a 2 clans, et là, elle a été considérée, ça a été terrible pour elle, parce qu'elle a rien fait de mal, à part tomber amoureuse d'Alexandre. Elle était l'élément déclencheur, voilà, la femme par qui le scandale arrive, et effectivement,
la famille du Braffaut ne la portait pas dans son cœur. Ça, c'était une évidence. C'est pas cool. Merci beaucoup, maître Blandine Lejeune. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.